Et avec nous ce dimanche, Perrine Ternot, directrice de l'information à Public Sénat, et Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse blick.ch. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. Tous les deux. Bonsoir. Alors on va commencer par vos images de la semaine. Richard, quelle est l'image politique qui vous a marqué cette semaine? J'ai choisi le bombardement de l'Institut français à Gaza. Vous savez que la France est un des rares pays européens qui maintenait une présence permanente à Gaza à travers cette antenne culturelle. Et le fait qu'il ait été bombardé, ça prouve que les Européens sont vraiment mis, je dirais, le dos au mur, puisqu'ils sont devenus, en tout cas ce lieu était devenu une cible. On ne sait pas encore si c'est par erreur ou si c'était délibéré. Toujours est-il que ça complique encore plus la donne pour un pays comme la France, qui a protesté évidemment contre ce bombardement. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de trêve, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de faire une pause humanitaire. Et bien à travers ce bombardement de l'Institut français, je crois que tout est résumé. Oui, Paris demande justement à Israël des explications. Est-ce que la France va pouvoir en obtenir de la part d'Israël des explications sur cette frappe? Alors, on va voir, mais c'est quand même très peu probable. On est dans le brouillard de la guerre, en tout cas du côté israélien. La priorité pour l'armée israélienne, c'est évidemment d'avancer le plus possible. L'objectif, il est affiché, il est répété par Benjamin Netanyahou, c'est décapiter le Hamas, littéralement. C'est le faire sortir des tunnels, c'est tuer les chefs militaires du Hamas. Dans ce contexte, on imagine mal que l'armée israélienne prenne le temps de donner des explications. Perrine, quelle est votre image de la semaine? Moi, je voulais revenir sur la recrudescence des actes antisémites en France, sur ces étoiles de David. Plus de 857, selon les autorités, depuis le 7 octobre. Donc des croix de David, des croix gammées, des étoiles de David taguées sur des maisons de citoyens français. On est en France, on est en 2023 et on assiste à cette hausse très inquiétante du nombre d'actes antisémites en France, presque autant en un mois que sur la seule année depuis le début de l'année 2023. Alors bien sûr, le gouvernement affiche sa fermeté dans sa lutte contre les actes antisémites. Mais moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est sans doute le manque d'unité de la classe politique française. Il n'y a pas eu de minute de silence, il n'y a pas eu d'appel à un grand rassemblement, sauf peut-être ce soir, Olivier Faure, justement, effectivement, voilà, qui peut-être, parce qu'il en a marre d'être pris dans la tourmente de la NUPES, dans ses atermoiements, je quitte ou pas Jean-Luc Mélenchon, je quitte ou pas la NUPES. Ce soir, effectivement, Olivier Faure appelle à un grand rassemblement de tous les partis politiques français. On va voir s'il est suivi. Moi, je doute un peu que, justement, ces atermoiements au sein de la gauche française fassent qu'il soit suivi par tous les autres partis politiques français. Et justement, de la part d'Olivier Faure, c'est pas aussi une façon de se poser en rassembleur pour essayer aussi de prendre ses distances avec la France insoumise, ou en tout cas peut-être de piéger la France insoumise, de la pousser à de la pousser dans ses retranchements? Oui, je pense qu'il y a effectivement sans doute deux objectifs de la part d'Olivier Faure. C'est se distinguer une fois de plus de la France insoumise dans le cadre de ce conflit israélo-palestinien et de ses répercussions sur la scène nationale politique française. Et puis d'autre part, effectivement, de sortir un peu du piège dans lequel il est englué. Est-ce qu'il doit ou pas quitter la NUPES? Voilà, il y a une espèce d'atermoiement qui n'en finit plus de durer et on a du mal finalement à comprendre totalement sa position. Alors en tout cas, il y a des voix qui s'élèvent, récupération politique ou non, au sein de la classe politique française, qui accusent la France insoumise justement d'entretenir cet antisémitisme ambiant. Richard, quelle est la position aujourd'hui de la France insoumise sur cette flambée, cette montée des actes antisémites? Est-ce qu'il y a une prise de position claire? J'ai l'impression que la France insoumise, elle est complètement coincé par ce qui a été le début de la crise. Le refus de qualifier le Hamas de terroriste, ensuite l'engrenage, le raidissement de Jean-Luc Mélenchon, et donc elle ne va pas en sortir. Alors je n'ai pas suivi là des déclarations, en l'occurrence de ce dimanche, mais même si aujourd'hui la France insoumise, soit en tant que parti, soit à travers ses personnalités, venait en condamnant fortement, le plus fortement possible l'antisémitisme, le soupçon est là, et le soupçon va durer. Le soupçon, c'est simple, c'est que la France insoumise comme parti, comme formation, courtise un électorat musulman, notamment dans les banlieues, dans les quartiers, et qu'elle ne veut pas s'affranchir de cet électorat en dénonçant l'antisémitisme ou en appelant les faits pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un assaut terroriste sur Israël le 7 octobre. C'est assez terrible ce que vous dites, parce que ça veut dire que la France insoumise considère que les musulmans sont nécessairement antisémites en France? Je dirais pas ça, mais il est évident quand même que la stratégie électorale qu'on prête
c'est ce que j'ai dit, qu'on prête à la France insoumise, c'est cette stratégie-là. C'est qu'elle a un électorat qui se recrute beaucoup dans ces quartiers et qu'elle ne veut pas risquer de l'affronter. Donc moi, je crois que le doute, finalement, le doute est la pire des choses en politique. Et le doute, aujourd'hui, il est en train, semble-t-il, de faire beaucoup de mal à Jean-Luc Mélenchon, qui devient, je crois, la personnalité la plus détestée, entre guillemets, des Français dans les baromètres politiques. Exactement. C'est effectivement le baromètre Odoxa cette semaine pour Public Sénat réalisé pour les chaînes parlementaires. Jean-Luc Mélenchon devient la personnalité la plus détestée des Français. Donc c'est une stratégie, j'ai envie de dire, à très court terme. Et d'autre part, effectivement, courtiser l'électorat musulman, entre guillemets, c'est là aussi à court terme, puisque pour l'instant, on sait que c'est un électorat qui se mobilise peu lors des élections, donc qui va très rarement voter. Alors cet antisémitisme, il se déverse évidemment aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit apparaître là depuis quelques jours un nouveau slogan « Je suis juif » à la manière de « Je suis Charlie » après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo en 2015. Est-ce qu'on peut imaginer que des politiques se mettent à adopter ce slogan? Est-ce qu'il peut y avoir des injonctions à l'attention de la classe politique pour se prononcer est-ce que vous êtes juif ou non, comme à l'époque on disait est-ce que vous êtes Charlie ou non? Alors, je suis Charlie, c'était défendre la liberté d'expression. Je suis juif, ça veut dire revendiquer une religion. Est-ce que c'est compliqué ou pas de dire je suis juif si vous êtes catholique ou si vous êtes musulman? Là, on arrive sur un autre terrain. Je ne sais pas si ça doit être le terrain des politiques. En tout cas, effectivement, il faut à tout prix défendre les citoyens français qui sont de confession juive et qui ne doivent pas être assimilés. C'est pas parce que vous êtes de confession juive que vous soutenez forcément la position israélienne ou la politique de Benjamin Netanyahou en Israël et son offensive contre Gaza. Donc ça, effectivement, ça doit être le rôle des politiques de lutter contre cette assimilation-là, de défendre la position des Juifs en France en luttant contre les actes antisémites, en appelant peut-être, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à un grand rassemblement français et en tout cas à une certaine unité de la classe politique française. Je ne suis pas sûre que de récupérer des hashtags sur les réseaux sociaux serve forcément la cause des Juifs. Richard, une dernière question avant de passer à la suite. Comment est-ce que le gouvernement français entend répondre à cette augmentation aujourd'hui des actes antisémites? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est en place? Écoutez, la stratégie, c'est celle de la sévérité. Je crois qu'il y a plus de 300 personnes qui ont été déférées en comparution immédiate devant la justice pour soit paroles antisémites, soit actes qu'on peut qualifier d'antisémitisme. Et très franchement, je ne vois pas d'autre stratégie possible maintenant dans l'urgence de la situation à Gaza. La manifestation pro-palestinienne donc a eu lieu, en tout cas à Paris ce week-end. Elle s'est relativement bien passée. On parle d'à peu près 20 000 personnes, entre 20 et 30 000 personnes. Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que les gens puissent manifester pour la cause palestinienne qui reste une cause légitime. C'est une bonne nouvelle que la manifestation se soit bien déroulée. Après, la recrudescence des actes antisémites, ce n'est pas de toute manière un appel au calme, si je veux dire, ou un appel au bon sens qui permettra de les arrêter. Il faut simplement que les perpétrateurs de ces actes puissent être identifiés et puissent être traduits en justice s'ils ont franchi la loi. Et en tout cas, c'est un problème d'envergure européenne, puisque la Commission européenne estime que les Juifs d'Europe vivent aujourd'hui de nouveau dans la peur. C'est une déclaration qui a donc été faite aujourd'hui. Autre sujet à la une de l'actualité politique, c'est évidemment le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Il est débattu à partir de demain au Sénat. Le gouvernement essaiera de le défendre ensuite à l'Assemblée nationale. Perrine, d'abord, que contient ce texte? Le texte, je ne sais pas s'il faut détailler toutes les mesures, parce les que grandes c'est très mesures. complet. Voilà. Mais en fait, l'objectif de ce texte est de durcir les conditions à la fois d'arrivée d'étrangers en France, de durcir les conditions pour avoir la nationalité française, bien entendu, de durcir de faciliter les expulsions d'étrangers en situation illégale sur le territoire français. Il y a également dans ce texte le fameux article 3, également l'article 4 qui concerne en fait les travailleurs étrangers en situation illégale, mais qui travaillent en France, notamment dans les métiers sous tension. Donc est-ce qu'il faut ou pas les régulariser? Et c'est cet article 3 qui est aujourd'hui au cœur des débats politiques, puisque la droite, les Républicains n'en veulent pas. Ils en ont fait un peu la ligne rouge absolue de ce texte. Et tant que le gouvernement ne retirera pas cet article 3, tant que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne n'y renonceront pas, les Républicains ont annoncé qu'ils ne voteront pas ce projet de loi. Donc on peut avoir du mal à suivre la position
position des LR, puisque ce texte contient tout de même un certain nombre de dispositions que réclame depuis des années la droite française et notamment la majorité sénatoriale. Mais comme on est dans des clivages politiques assez forts, les Républicains contre l'exécutif, ils ont choisi de faire de cette disposition, de cet article 3 sur les métiers en tension et la régularisation des travailleurs illégaux, eh bien, le point névralgique des discussions autour de ce projet de loi. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement, alors ça serait peut-être pas la première fois, certainement pas la première fois, justement, Richard, recourt au 49.3 pour faire adopter ce projet de loi? De toute manière, à partir du moment où le gouvernement s'engage sur ce projet de loi, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il fera. Il n'y a pas d'autre solution, il ne va pas retirer son texte. Si le pari politique est pris de pouvoir l'adopter sans 49.3, mais à un moment donné, à l'Assemblée nationale, il faudra bien trancher. Moi, personnellement, je n'ai toujours pas compris pourquoi ce projet de loi immigration vient sur la table. D'abord, il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de lois, et tout ce qu'on dit et ce qu'on désigne, à savoir les renvois d'étrangers, à savoir le durcissement des conditions d'admission sur le territoire, à savoir la régularisation, les lois actuelles le permettent. La meilleure preuve, c'est que Gérald Darmanin s'est enorgueilli d'avoir renvoyé plusieurs étrangers fichés S récemment. À chaque fois qu'il en renvoie un, il le dit sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui m'explique de manière claire et convaincante pourquoi Gérald Darmanin et le gouvernement s'aventurent sur ce terrain, si ce n'est, il faut bien le dire, pour faire de la communication et pour parler à la droite. Le problème, c'est que quand vous parlez à la droite, celle-ci est dépassée par l'extrême droite et donc vous êtes dans le mur. Et juste une dernière petite réaction sur cette polémique qui touche la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est rendue donc en Polynésie française à Tahiti. Elle n'a pas visité le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques 2024 à Tiopo. Il y a 2 jours, on nous disait que la version officielle, c'était en raison de tensions sociales autour du site. Aujourd'hui, on apprend que ce voyage officiel était en fait comportait un volet privé, qu'elle allait rendre visite à sa fille installée dans une autre île polynésienne à proximité et que c'est pour cette raison. Oui ou non, est-ce qu'elle a commis une erreur de communication qui peut l'embarrasser? Dès qu'il y a un manque de transparence, il y a forcément une erreur de communication. En politique, évidemment, Anne Hidalgo aurait dû à la fois communiquer sur le coût de son séjour. Je ne sais pas pourquoi la mairie de Paris refuse absolument de communiquer. Elle aurait dû être transparente, effectivement, sur les réunions publiques auxquelles elle se rendait, les épreuves futures des Jeux Olympiques qu'elle comptait visiter. Non, elle a choisi d'être absolument pas transparente. Donc, il ne faut pas après pleurer parce qu'il y a une polémique sur ce sujet. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Merci à tous les deux et à très bientôt sur le plateau du 64.